Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci pour la présentation. Je suis toujours heureux de venir voir mes collègues pour partager avec eux quelques connaissances concernant l'hémogramme. Et c'est toujours un plaisir de venir vous voir et de répondre à votre invitation. Donc, l'hémogramme, comme vous le savez, ou la numération formule, ou la NFS, c'est l'examen le plus demandé en biologie. C'est un examen qui apporte beaucoup de renseignements. Malheureusement, ces renseignements ne sont pas exploités comme il faut par tous les médecins. Je veux dire que les médecins généralistes, tous les médecins n'utilisent pas très bien cet outil qui est à leur disposition, qui ne coûte rien. C'est pratiquement 110 dirhams l'examen. Et malheureusement, là aussi, on me dit que je critique beaucoup les biologistes. Les biologistes aujourd'hui ne donnent pas l'importance qu'il faut à l'interprétation eux-mêmes de l'hémogramme pour aider un peu le médecin, surtout les généralistes, à mieux trouver le chemin pour pouvoir apporter un diagnostic chez les patients. Comme vous savez, donc cet examen, il a deux composantes, une composante quantitative et une composante qualitative. Donc je vais essayer durant le temps qui m'est imparti de vous apporter quelques renseignements et surtout de mettre le focus sur la lignée rouge, qui est donc vraiment qui est la plus importante au niveau de l'hémogramme, mais également qui vous concerne le plus parce que les anémies, c'est ce que vous voyez le plus. Donc en principe quotidienne, bien sûr les autres pathologies, je vais en parler, mais essentiellement les anémies. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des camarades qui, pour eux, toute anémie égale traitement par le fer. Ça, c'est un dogme qui n'est pas encore sorti de la tête des gens, parce que tout simplement, l'enseignement que nous a été fait quand on était jeune n'était pas, à mon avis, à la hauteur. Et puis, il faut de temps en temps des mises à jour pour qu'on puisse éventuellement se rappeler un certain nombre d'éléments. Alors, sans trop tarder, donc, on va commencer par vous parler un petit peu des généralités sur ces numérations. Donc, comme je vous ai dit, il y a une part quantitative et une part qualitative. La part quantitative, c'est les taux d'hémoglobine, taux de globules rouges, taux de globules blancs, taux de plaquettes. Tout ce qui est qualitatif, c'est justement la forme de ces globules rouges, microcytaires, macrocytaires, normocytaires, la forme de ces globules blancs, le pourcentage de chaque catégorie de globules, ce qu'on appelle la formule blanche, et bien sûr les plaquettes avec bien sûr leur nombre et leur forme aussi. Donc, est-ce que tout le monde voit ces éléments-là? Merci bien. Est-ce que tous ces éléments-là sont exploités comme il faut par les collègues? Je doute un petit peu, mais le but aujourd'hui, c'est de revenir justement pour pouvoir repasser une petite couche, pour pouvoir mettre un petit peu à jour ces éléments. Alors, l'intérêt d'une numération, quand est-ce que vous avez demandé? Première des choses, c'est premièrement quand vous pensez à un diagnostic. Donc, c'est pour un petit peu confirmer une anémie que vous avez vue, une pâleur, etc. Parfois, vous la demandez quand vous avez une pathologie qui est pourvoyeuse d'anémie. Quelqu'un, par exemple, qui a une insuffisance rénale, vous savez qu'il va faire absolument une anémie. Ça va de soi. Quelqu'un qui a une inflammation chronique, vous savez qu'il va finir par faire une anémie inflammatoire. C'est obligatoire. Donc, vous allez un petit peu surveiller le retentissement. Et parfois, ça permet un petit peu de révéler une pathologie à laquelle vous vous attendez pas. Donc là, ce sont un petit peu les mystères. Par exemple, vous demandez un bilan pour un patient diabétique, vous voyez un petit peu voir, et puis vous voyez qu'il a un taux de lymphocytes qui explose. Donc là, vous dites pourquoi il a cette lymphocytose. À partir de là, vous pouvez faire le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique, par exemple. D'accord? Dès que cet examen, il est vraiment très riche. Malheureusement, nous ne l'exploitons pas comme il faut. Moi, j'ai toujours en tête le cas d'un patient, un gendarme de 34 ans, qui m'a été adressé par un collègue qui travaille dans une caserne pour me dire « Cher ami, je vous envoie un monsieur tel qui présente un syndrome anémique, il est fatigué, épuisé. » Et donc là, j'ai trouvé chez lui une anémie à 8 grammes. Donc voilà, donc là, il m'envoie le patient, j'arrivais à peine, je termine ma formation, et donc je vois ce patient, et puis comme j'ai l'habitude de ne jamais voir les examens complémentaires avant d'avoir interrogé le malade et de l'avoir examiné, parce que pour ne pas être un peu faussé par le diagnostic établi par mon prédécesseur, par le patient par le médecin qui me l'a envoyé. Je veux avoir mon propre point de vue. Donc finalement, j'interroge ce patient, il est épuisé, il a des sueurs, il est fatigué, il a maigri, et donc quand même, une anémie, ça donne pas tout ça. Je veux dire, ça donne une petite fatigue, mais bon, l'épuisement, la sueur, etc.
Donc là, je le mets sur la table pour l'examen. Il n'avait absolument rien sur le plan, à part la pâleur. Mais au niveau de l'abdomen, je trouve une énorme splénomégalie. Énorme splénomégalie, donc qui arrive jusqu'à la fosse iliaque. Et donc là, là aussi, c'est pas classique dans une anémie. Alors, évidemment, je revois la numération. Certes, il avait une anémie, 8 grammes d'hémoglobine, normochrome, normocytaire. D'accord? Mais il avait un taux de globule blanc à 300 000. 300 000 blancs. D'accord? Donc là, on n'est plus dans l'anémie. On est dans une leucémie, qui était donc leucémie myéloïde chronique. D'accord? Mais bon, le collègue, comme il a vu la pâleur, comme il a vu la fatigue, donc il s'est concentré sur l'anémie. Et quand il a vu le taux d'hémoglobine à 8, ça y est, donc j'ai fait mon diagnostic. Mais en fin de compte, il n'a pas vu sur la même numération. Je n'ai rien refait. La numération, il avait déjà 300 000 blancs. Et donc ça devait absolument conduire à d'autres, déjà à faire un frottis sanguin, voir un petit peu de quelle sorte de globules blancs il s'agit, première des choses, et puis de là, demander des examens complémentaires pour confirmer la maladie. Et donc, une fois qu'elle a été traitée, la rate a disparu, les globules blancs sont revenus à la normale, l'hémoglobine est remontée spontanément, sans apport, sans transfusion, sans rien. Et donc là, il a fallu traiter l'étiologie pour pouvoir corriger l'anémie. Donc c'est ça ce que je voudrais passer comme message aujourd'hui. Donc quand on voit une numération, on ne voit pas uniquement une lignée, on voit toutes les lignées dans sa globalité. Ça, c'est vraiment une chose importante. Alors, donc commençons justement par les résultats de cet hémogramme. Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Eh bien, il va nous montrer d'abord, il faut nécessiter une étude qui doit être méthodique, c'est-à-dire que il faut qu'on ait une manière d'interpréter. On va pas commencer par les globules rouges, passer aux plaquettes, revenir à la CCMH, revenir au VGM. Il faudra donc qu'on commence lignée par lignée, donc de manière claire. Quand on voit une lignée, on va l'analyser en totalité. Et on va finir par faire une conclusion, bien sûr, en essayant un petit peu de tenir compte d'un certain nombre de paramètres. L'âge. Récemment, de toute façon, je vous donne toujours des exemples du vécu. Récemment, il y a une collègue qui travaille au ministère de la Santé, à Rabat, qui m'a appelé parce que sa cousine, qui est à Tanger, a un enfant jeune, qui doit avoir moins de 2 ans, chez qui il a fait une numération, il a trouvé chez lui une hyperleucocytose avec une lymphocytose. Donc là, c'était vraiment la catastrophe. Est-ce qu'il a eu leucémie? Est-ce qu'il a ceci? Est-ce qu'il a cela? Comme c'est une famille médicale, donc vraiment, on a toujours tendance à croire le pire. En fin de compte, ce qu'il y a, c'est que le laboratoire qui a fait l'analyse n'a pas tenu compte de l'âge de l'enfant. Parce que les paramètres, ils changent en fonction de l'âge. Un enfant qui naît a une lymphocytose très importante. C'est strictement normal. Quand il avance dans l'âge, le taux de lymphocytes baisse de 11 000 à 8 000. Et arrive à l'âge adulte, le taux de lymphocytes tombe à 4 000. C'est une évolution strictement normale. C'est comme le taux d'hémoglobine au cours de grossesse. C'est normal que le taux d'hémoglobine baisse. Plus le ventre est grossi, plus le taux d'hémoglobine baisse. D'accord? C'est tout à fait physiologique. On va pas transfuser une femme qui a 10 grammes d'hémoglobine quand elle est enceinte. D'accord? Donc ça rentre un peu dans le contexte physiologique. Donc il faut tenir compte de ces paramètres-là. Et le laboratoire, normalement, il a un logiciel que lorsque vous lui donnez l'âge de l'enfant, il vous donne la formule qui va avec. D'accord? Et si jamais il oublie de prendre l'âge, il risque de vous donner des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité de votre patient. Donc alors méfiez-vous des valeurs que le laboratoire va vous donner. D'accord? Méfiez-vous des lectures qui sont un petit peu hâtives parce que ça peut vraiment vous induire une erreur. Donc tous ces éléments, ce sont des choses de vécu. Et donc juste pour vous dire que la numération, c'est quoi? C'est un certain nombre d'éléments qui proviennent justement qui sont des cellules sanguines, qui proviennent de la moelle osseuse et dont la cellule souche, l'origine, ce sont ces cellules souches-là qui vont se différencier pour donner différents types de cellules que vous allez retrouver dans le sang. Les globules rouges, les plaquettes, la lignée granuleuse, les monocytes et également les lymphocytes. Donc tous ces éléments qui sont matures, ils proviennent de cellules souches. Donc si jamais vous avez un problème au niveau de la moelle, ça va se répercuter sur le sang périphérique. C'est l'usine qui fabrique. D'accord? Donc là, si jamais vous avez une anémie, vous allez rechercher l'origine. Est-ce qu'elle est centrale? Est-ce qu'elle est périphérique? Une thrombopénie centrale, périphérique. D'accord? Donc, ce sont des choses qu'il faudra toujours avoir à l'esprit. Donc, le sang ne vient pas du ciel. Ce sont des produits qui sont issus de la moelle osseuse. Alors, on va commencer par la lignée rouge. C'est cette lignée-là qui est donc faite d'érythroblastes. Donc, la grande cellule, donc la souche, d'accord, qui va se diviser pour donner ce globule rouge. Alors, le passage d'une cellule souche ou d'un érythroblaste à la cellule rouge passe par ces étapes-là que vous avez devant vous. Le pro-érythroblaste, je ne vais pas vous baratiner avec tout ça.
L'essentiel, c'est qu'une cellule, donc déjà bien engagée, va donner 16 cellules, parce qu'il va y avoir 4 mitoses. Et ces mitoses-là, ce sont elles qui vont caractériser la cellule à l'issue. La cellule fabriquée ici, le globule rouge, qui va avoir un volume, une concentration d'hémoglobine, elle dépend de ce nombre de mitoses. Je m'explique. Vous prenez, je refais le même schéma. Vous avez une cellule qui est immature, la cellule, le proélectroblaste, qui mesure 20 microns de diamètre. Pour avoir une cellule rouge qui va mesurer 7 microns, vous avez passé par 4 mitoses. Durant ces mitoses, qu'est-ce qui va se passer? La cellule va s'enrichir, elle a besoin de se diviser en noyau. Donc, elle a besoin de fabriquer de l'ADN. Donc, la vitamine B12, l'acide folique vont intervenir dans la formation du noyau. Si vous avez un déficit en vitamine B12, en acide folique, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une mitose au moins. Et donc, la cellule, comment elle va être? Elle va être grosse. Donc, vous voyez, donc là, c'est la macrocytose, quand il y a une carence en vitamine B12, c'est dû au fait à une mitose qui va sauter. D'accord? Donc, vous voyez que parmi vous, la première fois, vous comprenez pourquoi il y a une macrocytose quand il y a un déficit en vitamine B12. D'accord? Parmi les choses également qui vont venir, c'est l'hémoglobine. L'hémoglobine contient du fer, et la cellule, vous voyez que donc là, il était bleu initialement, elle va devenir rouge, parce qu'elle va s'enrichir en hémoglobine. Cette hémoglobine, ce pigment qui arrive, d'accord? Donc, une fois qu'il va atteindre une concentration spéciale, qui est donc de 30%, eh bien, il va donner à la cellule le signal stop des divisions. Donc, la cellule ici ne pourra plus se diviser parce que elle a atteint le maximum d'hémoglobine reçue. Si l'on prend plus, elle va être dénaturée, elle va mourir. D'accord? Donc, le signal stop pour passer dans le sang, c'est ce fameux 1 tiers. Retenez-le bien. C'est ce qu'on appelle la CCMH. La CCMH, c'est la concentration maximale d'hémoglobine que peut tolérer un globule rouge. Donc, si jamais l'hémoglobine arrive et qu'il y a un manque de vitamine B12, qu'est-ce qui va se passer? On va atteindre le 1 tiers précocement, parce que les divisions ne se font pas, et donc il y a une mitose qui va sauter, et le globule rouge vont être comment? Gros et assez riche en hémoglobine. D'accord? Macrocytose, mais toujours normochrome. Par contre, si jamais j'ai un problème d'hémoglobine, j'ai un problème de fer, une carence en fer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, donc là, la cellule se divise, elle arrive ici, elle n'a pas encore atteint la concentration de 1 tiers. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va séjourner encore quelques jours dans la moelle, donc elle va donner un globule rouge qui va être de petite taille, d'accord, microcytose, et comme il n'aura jamais le 1 tiers, il sera obligé d'être expulsé. C'est comme le garçon qui arrive à 18 ans, donc il faudra quand même le foutre dehors, d'accord? Il ira dehors, donc il passera dans la circulation, il sera petit, mais toujours hypochrome. Donc vous comprenez un petit peu, ce sont des choses importantes. Quand vous comprenez ça, le problème de l'hémoglobine, de l'anémie ne se posera plus chez vous. D'accord? Une mitose en plus, c'est l'hypochromie et la microcytose. Une mitose en moins, c'est une macrocytose avec normochromie. Il n'y a jamais d'hyperchromie. Pourquoi il n'y a jamais d'hyperchromie? Je le répète, parce que la concentration, qui est donc la CCMH, ne doit pas dépasser le fameux 1 tiers. D'accord? Si jamais vous avez une CCMH à 40, revoyez la copie au biologiste, il s'est trompé. D'accord? Donc, vous voyez que la bête noire des biologistes, ce sont les hématologues. D'accord? Parce qu'on est toujours en train de critiquer leur travail. Pourquoi on les critique? Parce que dans notre formation, nous avons fait du laboratoire. Et donc là, on a à la fois la clinique et la biologie. Donc, c'est pour ça que on connaît bien le métier. Donc, finalement, on exige à ce qu'il y ait un service rendu qui soit à la hauteur. C'est pas par excès de zèle. Donc, maintenant que vous avez compris ça, donc voilà, donc le fameux signal stop, donc, qui est donc là, CCMH. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, à partir de là, on va aborder le sujet du globule rouge avec plus de sérénité. Alors, la ligne rouge, donc on va parler un peu de la ligne rouge, donc la ligne érythrocytaire. Combien de paramètres vous avez sur la numération? Le nombre de globules rouges. Taux d'hémoglobine. CCMH. Le VGM. Là, la TCMH. L'hématocrite. Quoi encore? Et le taux de réticulocytes, parfois. Si le demandez. Exactement, c'est demandé. Alors, pourquoi vous avez besoin de tous ces paramètres? Parce que vous avez une cellule, la ligne rouge. Pourquoi vous avez besoin de tant de paramètres? Je vais vous donner également un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. L'activité cardiaque électrique
elle est la même. Mais pourquoi vous avez besoin de plusieurs pôles dérivés 1, D1, D2, D3, V1, V2, jusqu'à... Pourquoi vous avez besoin de tout ça? Pour le contour du cœur. Voilà. En fin de compte, parce qu'aucune dérivation ne donne une idée globale de ce qui se passe au niveau du cœur. Ben, c'est pareil pour le globule rouge. On a besoin de plusieurs caméras pour cerner ce qui se passe. Parce que tous les paramètres que vous avez, aucun d'eux ne représente un petit peu ce globule rouge dans sa globalité. D'accord? Et donc, vous avez besoin de tous ces paramètres-là pour avoir une idée sur ce globule rouge. Une seule cellule, mais vous avez besoin de plusieurs caméras. Comme un match de football, vous avez besoin de plusieurs caméras pour avoir tous les angles. Sinon, vous risquez de ne pas voir très bien le but qui a été marqué parce que la caméra n'était pas sur l'action. On est bien d'accord? Donc, on va partir sur le nombre de globules rouges. D'accord? D'abord, on va commencer par le taux d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est quoi? C'est un colorant, c'est un pigment. Pour mesurer un pigment, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un dosage qu'on appelle la spectrophotométrie, que vous avez étudié en biophysique quand vous étiez petit. D'accord? Donc, on va faire passer un rayon lumineux dans ce milieu qui contient l'hémoglobine, et on va voir l'absorption des ondes lumineuses. C'est un dosage spectrophotométrique. Donc, est-ce qu'il est toujours fiable, ce dosage? Il suffit que votre malade soit ictérique pour que vous ayez un autre pigment qui est donc là, la bilirubine. Voilà. Et donc, le dosage va être faussé. Est-ce qu'il suffit que votre... Non. Je parle de dosage, la qualité de dosage. Je parle pas de la concentration, de qualité. Il suffit que votre patient soit déjà en hémolyse. Et le plasma dans lequel baigne le globule rouge soit hémolytique, soit rouge, pour que la lecture sera faussée. Il suffit que votre patient qui ait un problème de chyle, vous savez, donc le plasma chyleux, qui est donc lactescent, les gens qui ont une hypertriglycédémie, le plasma va devenir blanchâtre, pour que la lecture soit complètement faussée. Donc, vous voyez que le taux d'hémoglobine que vous allez vénérer, que vous avez vénéré, il peut être faux. Et dans ce cas-là, faites attention. Donc, la lecture de l'hémoglobine, d'accord, s'il est faussé, vous ne pouvez plus en tenir compte. Donc, vous voyez un petit peu qu'il faut faire attention. Donc, on a besoin des autres paramètres. C'est pour ça qu'on a besoin des autres paramètres pour pouvoir voir un petit peu qui c'est qui est vrai, qui c'est qui est faux. Et sur quoi je veux me baser. On est d'accord? Là, on va mesurer quoi au niveau de l'hémoglobine? On va mesurer la concentration. Donc, c'est-à-dire la quantité de cette hémoglobine dans un liquide qui est donc le volume de sang. Par exemple, 10 cc de sang, combien d'hémoglobine il est donc? Donc, vous avez normalement entre 13 et 18 chez l'homme et un peu moins chez la femme. D'accord? Donc, si jamais j'ai une hémoconcentration, par exemple, cette concentration sera anormalement augmentée. Si j'ai une hémodilution, il sera anormalement abaissé, mais faussement abaissé. Alors, cette hémoglobine, bien sûr, si jamais il est inférieur, on vous a dit que c'est une anémie, et si jamais il est augmenté, on dira c'est probablement une polyglobulie, n'est-ce pas? Tout ça, vous l'avez étudié, mais je vous ai dit, gardez à l'esprit que ce dosage peut être faux. Et donc, s'il est faux, il faut plus en tenir compte. D'accord? Donc, ça nous arrive de ne pas tenir compte, justement, de ces paramètres. Donc, ce paramètre, il peut être faussé par l'état d'hydratation. C'est pour ça qu'on vous demande de faire la numération le matin à jeun. C'est-à-dire que le malade n'est ni hyperhydraté, ni déshydraté, à l'état de repos. Parce que donc, il suffit qu'il ait couru plusieurs heures, qu'il ait transpiré pour que ça fausse. D'accord? Il faudra aussi qu'on tienne compte, justement, de ces pigments de l'état clinique. Et bien sûr, il faudra également tenir compte de l'âge et de la grossesse, parce que ce sont des paramètres qui changent en fonction de la physiologie. Un nouveau-né, quand il a combien d'hémoglobine d'après vous? S'il est 16 à la naissance, c'est qu'il est anémique. Exactement. Pourquoi? Est-ce que vous vous posez... Non, mais je suis là pour vous poser des questions. Et on peut comprendre. Un enfant, quand il naît, vous avez tous des enfants. Vous avez des petits-enfants. Comment il est, ce bébé? Il ressemble pas aux parents, parce qu'il est toujours de couleur foncée. D'accord? On se dit vraiment, est-ce que c'est vraiment le fils de machin? Voilà, parce qu'il est foncé. Pourquoi il est foncé? Elle a ce teint qui est violacé, rose violacé. Pourquoi elle a ce teint-là? Vous vous avez posé la question? Pas du tout. Parce que il a une vie fétale. Dans la vie fétale, il ne peut pas respirer. Il est dans un état d'hypoxie. Et pour pouvoir prendre l'oxygène de sa maman,
il va fabriquer plus de globules rouges pour piquer un petit peu d'oxygène pour pouvoir vivre. Mais à partir du 3e jour, il respire. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se débarrasser de ces globules rouges qui sont encombrants. Il a assez d'oxygène. Donc, il fait l'hémolyse physiologique du 3e jour avec un nictère néonatal. Plutôt, voilà. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que c'est pas par hasard. Ce sont des choses qui sont claires. Il a beaucoup de globules rouges. S'il a 16 grammes d'hémoglobine, il est anémique, le nouveau-né. D'accord? D'accord? Il faut qu'il ait au-delà de 18. Vous comprenez? D'accord? Vous voyez un petit peu, ce sont des choses simples. D'accord? Mais que nous n'avons pas bien appris quand on était plus jeune, mais qui nous permettent un petit peu de comprendre un petit peu tout ce monde de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes. D'accord? Alors, maintenant, donc, nous avons vu que ce dosage peut être faux. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas le vénérer, donc il peut être faux, donc il faut tenir compte. Deuxième paramètre, c'est le nombre de globules rouges. Le nombre de globules rouges, c'est entre 4,5 millions et 5,5 millions chez l'homme, un peu moins chez la femme. Donc, là aussi, il faudra toujours l'interpréter de manière parallèle avec le nombre de globules rouges, avec le taux d'hémoglobine. Parce que l'hémoglobine, il est dans le globule rouge. On ne peut pas avoir un taux d'hémoglobine très élevé et un nombre de globules rouges bas. D'accord? Il faut comme ça qu'ils aillent ensemble. Parce que tout simplement, en ayant la conviction que le taux d'hémoglobine peut être faux, il faut absolument qu'on ait un paramètre, d'accord, de soutien, pour qu'on puisse un petit peu dire, pour valider. Il faut absolument voir le nombre de globules rouges avec le taux d'hémoglobine. On est bien d'accord? Si j'ai un moins de globules rouges, je serai dans l'anémie. Si j'ai excès de globules rouges, je serai plutôt dans la polyglobulie. N'est-ce pas? Voilà. J'ai l'hématocrite. À quoi ça sert l'hématocrite? Vous savez qu'en chirurgie cardiovasculaire, avant de mettre le malade sous appareil CEC, voilà, l'anesthésiste, le chirurgien cardiovasculaire ne tient compte ni du nombre de globules rouges, ni de taux d'hémoglobine. C'est l'hématocrite. Vous allez dire, quand même, sur l'énumération, il ne va pas voir la CCMH. Il n'en a rien à cirer. Celle qui l'intéresse, c'est l'hématocrite. L'hématocrite, c'est quoi? C'est le volume de l'ensemble des globules rouges dans un volume de plasma donné. Voilà, c'est tout. Et donc, c'est un paramètre qui est fiable ou non pas fiable? Si utilisons CCV, c'est parce que c'est le plus fiable. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir, en cas de thalassémie, des globules rouges qui sont tellement petits, d'accord? Avec, bien sûr, un taux d'hémoglobine qui va être un petit peu diminué, mais quand on voit le nombre de ces globules rouges, il est très élevé. Ils ont 6 millions de globules rouges, les thalassémiques, mais avec un taux d'hémoglobine à 10. Et dans ce cas-là, si jamais on mesure le nombre de globules rouges, on dirait qu'ils sont polyglobuliques. Si on voit le taux d'hémoglobine, on dirait qu'ils sont anémiques. Donc finalement, qu'est-ce qui va nous dire quelle est la part de cette masse circulante? C'est l'hématocrite. Parce que ils ont peu d'hémoglobine, parce que les globules rouges sont de petite taille, ils sont hypochromes, mais ils ont fabriqué plus pour pouvoir respirer normalement, pour avoir une vie normale. D'accord? Donc c'est un paramètre aussi qui est important à savoir. Vous voyez que oui, il est augmenté, très augmenté. Voilà, donc ça va atteindre à 60% et plus. D'accord? Au lieu d'avoir 45, vous êtes à 60%. D'accord? Parce que vous avez à la fois les globules rouges en nombre très élevé, mais également l'hémoglobine augmenté. Et l'hématocrite aussi augmenté. Donc là, vous êtes dans les vrais polyglobulies. On parlera de vrais polyglobulies. Contrairement dans la thalassémie, vous allez avoir un taux de globules rouges très augmenté, mais l'hématocrite et l'hémoglobine sont diminués. Et donc, on parlera d'une fausse polyglobulie. La fausse polyglobulie de la thalassémie. D'accord? Donc, si jamais, revenons un petit peu sur Terre, maintenant, j'ai un taux d'hémoglobine que je doute, que je mets un peu en doute. Mais j'ai une hématocrite qui est plus sérieuse. Donc, comment je vais valider mon taux d'hémoglobine si jamais j'ai un ictère ou un plasma lactescent? Eh ben, c'est cette formule-là. L'hématocrite est en général 3 fois le taux d'hémoglobine. D'accord? Si j'ai un doute, j'ai cette formule-là, si vous voulez, pour être sûr que ma numération elle est correcte, il faut que le taux d'hématocrite soit à peu près, c'est pas égal, à peu près 3 fois le taux d'hémoglobine. D'accord? Si je trouve que on y est très loin, là, je dirais que un des paramètres est faux. Et donc, vous voyez que la lecture, faut qu'elle soit un petit peu une lecture critique. D'accord? Le papier que je reçois du biologiste, ce n'est ni le Coran, ni quoi que ce soit. D'accord? C'est un papier qu'il faut critiquer. D'accord? Récemment, il y a quelque temps, je reçois un ami pharmacien à Rabat qui ramène une numération, on pleure,
Voilà, parce que il a amené sa maman pour faire un bilan. Et là, on lui a dit hémoglobine à 20, hématocrite à 60, donc polyglobulie. Il est arrivé avec le diagnostic de polyglobulie vaqueuse. Voilà, on pleure, il a tapé sur Internet. Voilà, cancer de sang, hémopathie maligne, complications vasculaires, machin bidule. D'accord, donc là, il est venu en pleurs. Voilà, je veux perdre maman. Tu es hématologue, qu'est-ce que tu peux faire? Le problème, c'est que je connais sa maman. Parce que c'est une dame de voisine, et les gens du Chamal, ils ont un teint qui est plutôt blanc pâle, plutôt que rouge vif, rouge violacé. Je dis, mais on peut pas avoir 20 grammes d'hémoglobine avec un teint blanc pâle. D'accord? Donc voilà, donc c'est pas possible, parce que je connais ta maman. Je dis, il y a un problème. Est-ce que tu peux me l'amener? Elle dit, oui, bien sûr, tout de suite. La dame, elle a fait juste un bilan dans le cadre un petit peu d'une petite hypertension qu'elle fait habituellement. Donc, je vois la patiente. Elle est blanche, elle n'est pas rouge, comme on voit dans le polyclinique. On fait une numération, on l'amène directement au laboratoire, et qu'est-ce qu'on reçoit? 13 grammes d'hémoglobine. Qu'est-ce qui s'est passé? 13 grammes d'hémoglobine? Pas du tout, pas du tout. Elle était à Rabat, elle habite à Rabat, cette dame. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout. L'hypoxie ne donne pas ça. Il ne va pas faire des globules rouges entre un prélèvement fait la veille et un prélèvement fait le lendemain. D'accord? Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est un examen, plutôt, c'est un truc qui va vous paraître bête. Quand elle fait son prélèvement, on est dans le premier laboratoire de ville, le prélèvement a été laissé sur la paillasse pendant plusieurs heures. Et quand le technicien l'a passé pour la machine, il fallait l'agiter, parce que qu'est-ce qu'ils font les globules rouges? Ils sédimentent, la fameuse VS. Elle n'a pas agité, donc il y avait le culot qui s'est démonté, et quand il a mis le tube, il ne l'a pas agité, donc le prélèvement a été fait au niveau de la partie culot. Donc, il n'y avait que des globules rouges. C'est normal qu'il y avait que le nombre de globules rouges était très élevé, l'hématocrit était élevé, tout était élevé. D'accord? Mais nous, quand on a fait le prélèvement, on l'a mis tout de suite. Et donc là, le technicien l'a agité, l'a passé, c'était vraiment ça. Vous voyez un petit peu? Il suffit de rien du tout pour induire les gens en erreur. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui cette lecture, d'accord, avant de parler de choses, de diagnostics faramineux, parlons d'abord de choses simples, pour ne pas vous induire en erreur. D'accord? Voilà, donc on a refait, mais en disant, voilà, attention, d'accord? Donc, lorsque ce pharmacien a entendu que sa maman n'avait rien, et quand il avait un petit peu le stress qu'il avait, il m'a dit, je vais rentrer, parce que vraiment, 24 heures dans un état de, et donc, comme c'était son ami, j'ai dit, je vais faire une mauvaise publicité pour ce monsieur-là. Vraiment, il faut plus qu'on aille le voir. Le biologiste n'est pour rien, parce qu'en fait, c'est son technicien. Mais bon, comme il est responsable de ce résultat, il fallait pas qu'il le sorte. Il fallait qu'il, quand même, voilà. Donc, il a vu la dame venir, c'est lui qui l'a reçu, il fallait qu'il dise, quand même, il n'est pas polyglobulique. Un polyglobulique, un polyglobulique vaqueuse, c'est quelqu'un que vous voyez rentrer, vous faites le diagnostic à la porte. Il a un teint qui est rouge, violacé. Les conjonctives sont rouges. D'accord? Quand il vous montre un peu les paumes des mains, c'est vraiment rouge, violacé. Donc, ce sont vraiment des tableaux qui sont clairs. C'est bon? On avance? Donc, vous voyez un petit peu comment valider un taux d'hémoglobine qui vous paraît douteux. Deuxième chose, donc, je suis désolé, donc là, il y a un problème. Donc, c'est le volume globulaire moyen. Le VGM. Parce que, en changeant d'ordinateur, le VGM, c'est comment? C'est un volume qui est calculé. Donc, on va pas prendre un mètre ruban, on va mesurer le diamètre, on va mesurer, donc on va calculer. Comment on va calculer? On va prendre le volume de l'ensemble des globules rouges dans un volume de sang, c'est le hématocrite, n'est-ce pas? Et on va diviser sur le nombre de globules rouges, ça va nous donner le VGM. Autrement dit, si jamais j'ai une hématocrite qui est fausse, comme le cas de cette dame, eh bien, tout va être faux. On est bien d'accord? D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tous les paramètres soient bien validés. Eh bien, si jamais j'ai un volume globulaire qui est moins de 80, je serai dans la microcytose. Si j'ai un volume qui est supérieur, je serai dans la macrocytose. Macrocytose, je penserai à la
déficit en vitamine B12 ou en acide folique, tel que nous avons vu tout à l'heure, microcytose, je penserai à la carence martiale, qui est l'élément le plus fréquent, le diagnostic le plus fréquent chez nous. La thalassémie qui est fréquente dans le nord, nous sommes dans une région du nord, la thalassémie, c'est quasiment 25% de la population. La thalassémie, donc il faut faire attention. Le trait thalassémique, d'accord, c'est très fréquent ici, d'accord. Donc finalement, donc ça me permet un petit peu de séparer les anémies entre celles qui seront carentielles en fer et celles qui seront d'autres histologies. Inflammatoire, vous avez vous avez l'inflammation au début. L'inflammation au début, vous avez une anémie qui est normochrome, normocytaire. Mais quand l'inflammation est chronique, comme par exemple le rhumatisme inflammatoire, etc., elle va devenir hypochrome et microcytaire. Tout simplement par ce défaut de fabrication, justement, de fer. Le fer sera séquestré par les macrophages. On peut revenir là-dessus si vous voulez. D'accord? Donc, si jamais j'ai une microcytose, je penserai à la carence en fer, je penserai à la thalassémie. Si j'ai une macrocytose, je penserai à la carence en vitamine B12, à l'acide folique. Je penserai également à la cellule souche hématopoïétique, qui est malade. Ce qui se voit essentiellement sur le sujet âgé, qu'on appelle la myélodysplasie. D'accord? Les syndromes myélodysplasiques. D'accord? Qui est une maladie qu'on ne connaissait pas très bien dans le temps, parce que les gens ne vivaient pas longtemps. Maintenant, comme pratiquement les gens vivent au-delà de 90 ans, eh bien, la myélodysplasie est fréquente chez un sujet âgé. Les cellules souches, quand ils vieillissent, eh bien, ils vont faire du n'importe quoi. Ils vont produire des globules rouges de mauvaise qualité, et bien sûr, qui peuvent être grosses, etc., etc. D'accord? À côté de cela, à côté du VGM, vous avez la TCMH. C'est quoi la TCMH? Comme vous voyez, c'est la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine. L'arabia, ça veut dire quoi? Quelle est la quantité d'hémoglobine dans un globule rouge? En poids. Comment va-t-on faire? Est-ce qu'on va prendre un globule rouge, le disséquer, prendre l'hémoglobine, etc.? Non. On va essayer juste de le calculer. Comment va-t-on faire pour le calculer? On va prendre le taux d'hémoglobine dans un volume de sang. D'accord? C'est le taux d'hémoglobine que vous avez eu initialement. Et on va le diviser par le nombre de globules rouges. N'est-ce pas? Et ça va donner justement un chiffre qui est donc entre 27 et 32 picogrammes. D'accord? Ça, c'est le poids d'un globule rouge. Vous imaginez bien que si jamais votre taux d'hémoglobine initial était faux, votre TCMH va être fausse. Donc, vous voyez un petit peu, donc finalement, il ne faut pas tenir compte. Par contre, si jamais tout est bon, là, ça va vous permettre de savoir est-ce que la quantité d'hémoglobine dans le globule rouge est suffisante. Dans ce cas, je serai dans la quoi? Dans la normochromie. Ou est-ce qu'elle est diminuée, je serai dans l'hypochromie. Par contre, si elle dépasse 32, je serai dans l'hyperchromie. C'est ça? Ah, très bien. Maquinage. Dans ce cas-là, est-ce que je peux avoir, c'est une question qui vaut un déjeuner. Moi, chef de congrès, bien sûr. Merci, M. Mohamed. Faudra que ce soit payé demain, au bord de la plage. Est-ce qu'on peut avoir des situations? On peut avoir un taux d'hémoglobine normal, c'est-à-dire pas normal, c'est-à-dire validé, et donc avoir une quantité d'hémoglobine plus importante que les 32 habituels dans un globule rouge. Non. Non. On va revenir sur cette question parce que c'est important. Faire le déjeuner. D'accord? Et comme si vous allez chez Dénéa. D'accord. Donc si j'ai moins de 27, donc je serai dans l'hypochromie. On est bien d'accord? D'accord? Donc si j'ai plus, donc on va laisser ça pour tout à l'heure. L'autre paramètre. Il n'y a pas d'hyperchromie. On va refaire, peut-être. On va rediscuter, d'accord? On va laisser le sujet comme ça va laisser un peu de suspense. Le dernier paramètre que vous avez, c'est la CCMH. C'est la concentration d'hémoglobine dans un globule rouge. Alors, quelle est la différence entre TCMH et CCMH? Je suis désolé, je vous parle de choses basiques, mais ce sont des choses importantes à savoir. La teneur, c'est le poids, la quantité en poids. Ici, c'est une concentration en pourcentage. Quand vous avez fait l'hématocrite, c'est un pourcentage. 45%. Là, tout à l'heure, je vous ai dit que la concentration maximale qu'un globule rouge peut atteindre, c'est le fameux 1/3. Donc, c'est pour ça que le 1/3 en médecine, c'est pas 33,33. Ça va de 32 à
36%. Donc c'est une concentration. Comment va-t-on la faire? Est-ce qu'on va prendre le globule rouge, prendre un petit peu l'hémoglobine et prendre la concentration? On peut pas. On va essayer de la calculer. À partir de quoi? Je vais prendre la quantité d'hémoglobine dans le sang, c'est le combien, et donc je vais diviser par le volume. Le volume, c'est quoi? C'est l'hématocrit. N'est-ce pas? Donc je vais prendre l'hémoglobine sur l'hématocrit. Et donc j'aurai ce fameux, voilà, c'est entre 32 et 36%. Donc c'est une concentration. Alors si j'ai une concentration qui est inférieure à 33 ou à 32, je serai dans les hypochromies. N'est-ce pas? D'accord? Donc là, il y a une concentration. Et donc normalement, ça doit aller de pair avec la TSMH. La TSMH aussi doit être diminuée. On est bien d'accord? Si les deux sont diminués, je serai donc dans l'hypochromie. D'accord? Par contre, si j'ai plus de 36, donc voilà, on nous dit 42, 40, etc., eh bien, je ne peux pas avoir d'hyperchromie. Parce que c'est incompatible avec la vie d'un globule rouge. Que dès que la concentration dépasse le 1/3, eh bien, le globule rouge va se déshydrater, il va mourir. Donc, je n'ai pas d'hyperchromie. N'est-ce pas? 42 de CCMH, c'est faux. C'est archi faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux d'hémoglobine sur lequel je me suis basé, il est probablement faux. D'accord? Mais bon, il y a la batil, fawa, batil. Donc, vous comprenez un petit peu? Alors maintenant, je vais revenir un peu à l'histoire du déjeuner parce qu'il attend le résultat, lui. Est-ce qu'on peut avoir une TSMH? Bon, on est en arrière. Est-ce qu'on peut avoir une TSMH supérieure à 32 sans avoir de CCMH supérieure à le 1/3? Est-ce qu'on peut avoir cette situation-là? Est-ce que c'est possible? Avoir beaucoup d'hémoglobine sans avoir augmenté la concentration? Non. Non, vous ne réfléchissez pas. Enfin, comment? Dans? Oui, alors justement, mais il faudra donner une réponse plus précise. Dans? Très bien. Elle a gagné. Déjeuner, c'est elle qui va, et c'est lui qui va payer, lui, bon, elle ferait. C'est lui qui va payer. C'est lui. Demain, c'est lui qui va payer. Voilà. C'est lui qui a proposé, donc voilà. Bravo, madame. Parce qu'en cas de macrocytose, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une mitose qui a sauté, comme dit monsieur. Voilà. Donc, la cellule, d'accord. Elle payera pour deux. Elle payera pour deux, voilà. Elle a les moyens, elle a un titre, quand même. C'est le président de la Fédération du Nord. Tout l'argent du Nord, c'est lui. D'accord? Donc, on réfléchit ensemble. Il y a une mitose qui manque, donc j'ai de macrocytes. Mais bien sûr, ces grosses cellules, ils ont eu le temps de s'enrichir en hémoglobine. Donc, ils ont atteint le 1/3 pour passer dans le sang, d'accord? Mais comme ils sont gros, la quantité d'hémoglobine dedans, elle est importante, mais tout en étant avoir une concentration qui est la même. C'est comme si je vous dis, mesdames et messieurs, et on parlera de déjeuner, je vous donne une petite pizza d'une personne, et je vais vous donner le 1/3. Et puis, je prends une pizza pour 12 personnes, et je vais vous donner le 1/3. Dans les deux cas, je vous ai donné le 1/3, mais est-ce que pour le plein poids, ce sera la même chose? Vous avez compris. Dès qu'on parle bouffe, vous comprenez. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment typique du Marocain. D'accord? D'accord. Donc, on est bien d'accord. Donc, on peut avoir un TSMH augmenté en cas de macrocytose. Par contre, la CCMH, il ne faut pas qu'elle dépasse les 36%. D'accord? Vous avez compris ça? Voilà. Donc, maintenant, les choses, quand vous allez revoir votre numération, vous n'allez plus la voir avec les mêmes yeux qu'avant. D'accord? Donc, voilà. Et vous allez embêter les biologistes. C'est surtout ça, le plaisir d'embêter les autres. Donc, hypochromie, oui. Hyperchromie, jamais. N'est-ce pas? Alors, le dernier paramètre que vous allez voir, donc, alors, juste là, ici, donc, avant de calculer, avant de terminer, je vous ai dit donc là que le VGM, d'accord, CCMH et CCMH, ce sont des paramètres qui sont calculés et non mesurés. Donc, ils peuvent être faux si jamais la base de calcul, qui est le taux d'hémoglobine, est fausse. On est bien d'accord. Donc, ce qui fait que, aujourd'hui, nous n'avons pas de paramètres mesurés à part le nombre de globules rouges, d'accord, qui sont mesurés et le taux d'hémoglobine. Les autres sont tous calculés. Donc, il faut tenir compte, si jamais j'ai un plasma qui n'est pas bon, si j'ai un autre pigment, donc tout sera, bien sûr, faux, ça, vous le comprenez très bien.
D'accord? Alors, maintenant nous avons fait les paramètres qui sont bien sûr calculés. On vient maintenant aux paramètres du microscope. Il faut que quand j'ai une anémie, il faut que le biologiste me fasse un frottis. S'il ne fait pas de frottis, c'est qu'il ne fait pas son travail. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, très peu de biologistes font le frottis. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que ça, c'est fastidieux, ça prend du temps, ça mobilise une technicienne, il faut faire des frottis, il faut colorer, le colorant ça coûte de l'argent, et en plus il faudra poser ses fesses sur une chaise pendant au moins une demi-heure jusqu'à 1 heure pour voir les frottis. Donc les gens ne veulent pas faire ça, ils veulent que ce soit juste quantitatif, mais ils veulent pas regarder. Et ça malheureusement, c'est un vrai calvaire pour nous, les hématologues, parce qu'on a besoin de voir le frottis. Rien aujourd'hui ne remplace l'œil humain. Donc, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Il va nous montrer déjà la forme. Quand vous avez un VGM, vous avez un volume globulaire qui est moyen, la moyenne. Ici, vous voyez le frottis, vous allez voir des globules rouges qui sont de petite taille. Vous avez également des globules rouges de grande taille. Vous avez également des globules rouges qui peuvent être mal formés. Et ça, c'est le frottis qui va vous le dire. C'est ce qu'on appelle la lysocytose, la poikilocytose, les éléments que vous voyez. L'elliptocytose, la sphérocytose, ce sont des pathologies que vous voyez uniquement en frottis. Et si vous n'avez pas ça, vous n'aurez pas de diagnostic. Donc, il faudra exiger, quand il y a une anémie, par exemple, de faire le frottis. C'est important. Il va vous montrer des choses que voilà. Donc, on va faire le frottis, c'est-à-dire on va mettre une goutte de sang entre l'âme et la lamelle, on va colorer, on va faire un frottis qu'on va colorer, on va regarder au microscope. Donc là, normalement, les globules rouges se présentent comme étant des disques qui sont homogènes, avec une partie qui est plus fine que la périphérie. Et donc, vous voyez par exemple ici, sur cette image, vous allez voir des globules rouges qui sont un peu bizarres, d'accord, qu'on appelle les globules jaunes fossiles, les drépanocytes. Et ça, la machine ne veut pas le vous donner. D'accord? Ça, c'est le frottis qui va vous montrer. Et donc, vous avez un patient qui a un drépanocytaire, Donc là, tous les symptômes qu'il présente, ça vient de sa maladie. D'accord? Donc là, vous n'aurez pas de problème. Ou alors, il va vous montrer, par exemple, ces petits points bleus que vous voyez donc là, au niveau des globules rouges, qu'on appelle donc les corps de Joly, qui se voient chez les patients qui sont aspléniques, à qui on a enlevé la rate. Ou alors qui ont des asplénies fonctionnelles. Par exemple, ils ont fait des infarctus de la rate, et donc la rate n'est plus fonctionnelle. D'accord? Et je peux vous montrer plusieurs images également. Les microsphérocytoses, la maladie de Minkowski-Schoffard, etc. Donc vous avez donc beaucoup de pathologies que vous pouvez voir uniquement au microscope. Vous n'avez pas besoin de faire de la biologie moléculaire, rien qu'un frottis sanguin va vous le montrer. Malheureusement, cette partie-là, elle commence à faire défaut parce que les gens ne vont pas, pour 100 dirhams, il va passer 3 heures, mais ça ne va pas. D'accord? Donc, il faudra soit revoir la tarification, soit exiger à ce que les gens font systématiquement ces éléments. Donc, à côté de ce paramètre, vous avez le taux de réticulocytes, qui n'est pas souvent demandé. Et au jour d'aujourd'hui, les biologistes, à force de ne pas demander le taux de réticulocytes, il y a certains qui ne savent même plus comment le faire. D'accord? Parce que ça aussi, ça demande une technique. Il faudra mettre une coloration spéciale, le bleu du crésine, pour voir un peu ces globules rouges qui sont nouveau-nés. Alors, normalement, le taux de réticulocytes est entre 50 000 et 100 000. Si jamais vous avez moins de 100 000, vous avez ce qu'on appelle une... C'est un terme que je n'aime pas du tout. Quand on dit régénération, ça veut dire que on ne produit plus... Voilà. Or, c'est faux. Nous, tous les jours, nous détruisons des globules rouges, et tous les jours, nous produisons des globules rouges. Donc, il y a bien une régénération. Mais cette régénération, elle est juste là pour compenser l'hémolyse physiologique. D'accord? Donc, finalement, on aurait pu dire, il n'y a pas d'excès de régénération. C'est un terme qu'il faut dire. Il n'y a pas d'excès de régénération. D'accord? Par contre, si jamais j'ai plus de 100 000, là, je serai dans la régénération. Voilà, les réticulocytes, ce sont en fait des globules rouges. Non, mais c'est tout à fait normal. Madame, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Je vais vous expliquer. Non, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça. Vous ne sortirez pas d'ici. D'accord. 100 000. À 100 000. Non, c'est à 100 000. C'est à 100 000. Donc, non. Il y a 100 000. Donc, il y a un zéro qui a sauté. Je vous ai dit, donc. Non. C'est 100 000. Donc, il y a juste un zéro. Parce que comme j'ai changé ma présentation, donc, j'ai des choses, et je ne peux pas me les corriger malheureusement. D'accord? Désolé. Ce sont des erreurs. Donc là, entre 50 000 et 100 000, c'est la quantité que vous fabriquez tous les jours pour compenser l'hémolyse physiologique. Un globule rouge a
4 mois de survie. Quand il va mourir, il est remplacé par un autre. Mais votre taux d'hémoglobine ne change pas depuis la puberté, et votre nombre de globules rouges ne change pas depuis la puberté, ainsi de suite. D'accord? Donc, on dit qu'il n'y a pas d'excès de régénération, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de fabriquer plus. C'est ça? D'accord? Le réticulocyte, c'est une cellule, c'est un globule rouge qui vient de naître et qui contient justement ces petites substances bleuâtres dans le cytoplasme qu'on appelle le réticulum endoplasmique. Au bout de 48 heures, il va perdre ses réticulocytes. Donc, je veux dire, il va perdre ces petites granules. Il va devenir un globule rouge strictement normal. Donc, la durée de séjour dans le sang des réticulocytes est de 48 heures maximum, entre 24 et 48 heures. Donc, alors, si jamais, par exemple, j'ai une anémie, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une anémie. Donc, il va y avoir une petite hypoxie, n'est-ce pas? Qui va être transmise au rein pour fabriquer de l'érythropoïétine, qui va agir sur la moelle osseuse pour fabriquer du globule rouge pour compenser. Donc, je vais avoir combien? Je vais avoir à la fois le taux de base, qui est donc de 100 000, plus une quantité pour compenser le manque qu'il va avoir, que je vais corriger. Donc, je vais fabriquer plus de 120 000. D'accord. Donc, je vais voir, on peut arriver jusqu'à 500 000. Il y a des gens qui ont, j'ai vu des cas de 500 000 réticulocytes. D'accord. Pourquoi? Parce que ils ont une anémie sévère et comme ce sont des jeunes, donc là, ils produisent tellement d'érythropoïétine, ils produisent tellement de globules rouges que, au bout de quelques jours, ils arrivent à corriger leur anémie. Il faut corriger l'anémie. Le corps ne peut pas tolérer l'hypoxie. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, cette notion de régénération, elle est importante à savoir. Donc, chaque fois que j'ai une anémie, je dois absolument savoir le taux de réticulocytes pour savoir est-ce que la moelle fabrique et essaie de corriger cette anémie. Dans ce cas-là, je vais la laisser faire. Si elle est régénérative, je vais laisser faire les choses. Et donc, le malade va corriger lui-même son anémie. Par contre, si je n'ai pas de régénération, j'ai un taux de réticulocytes à 50 000, donc je dirais que cette anémie à 8 ne sera jamais corrigée par le malade lui-même. Donc, je dois intervenir pour apporter quelque chose pour corriger cette anémie. Est-ce que vous comprenez bien maintenant? Mais d'abord, il faut corriger, il faut d'abord savoir l'origine de la maladie pour pouvoir donner un traitement. D'accord? D'abord l'origine et un traitement pour pouvoir corriger. D'accord? Si jamais je n'ai pas d'origine, je n'ai pas de traitement et que le malade souffre de cette anémie, le seul traitement dans ce cas-là, c'est la transfusion. Donc, on ne va pas le tolérer, il faudrait vraiment corriger ça. Mais la transfusion, c'est le dernier traitement qu'on peut proposer. D'accord? On ne transfuse pas un patient comme ça. Ça m'est arrivé de me disputer avec mes collègues dans le service. Je me rappelle, j'atterrissais après ma formation à l'étranger. Et donc là, j'étais dans un service de médecine interne. Il n'y avait pas encore de service d'hématologie à l'hôpital militaire. Et donc, je vois un jour une collègue ramener une petite de 7 ou 8 ans, la consultation, une petite fille qui était donc toute pâle, elle l'amène pour transfusion. Pourquoi? Il a une anémie hypochrome microcytaire, il a une carence en fer majeure, donc pour elle, il faudra la transfuser. Donc, je me suis dit, moi, je m'oppose à cette transfusion. Elle dit, qui es-tu pour t'opposer à moi? Moi, j'étais là avant toi, dans ce service. Finalement, on s'est disputé comme des chiffonniers, c'est une chose qu'il faut pas faire. On a été voir le chef de service, et donc chacun a exposé un peu son point de vue. Et donc là, finalement, on a laissé tranquille cette fille, on lui a donné un traitement martial par le fer, et donc là, il est rentré chez elle, et donc au bout de quelques semaines, il a corrigé son anémie. Donc, j'ai dépassé 45 minutes. J'ai commencé à midi. J'ai dépassé, enfin. C'est comme vous voulez. Voilà. C'est comme vous voulez. Je vais rapidement terminer ce climat. On va terminer la ligne rouge, on ne fera pas les autres lignées, d'accord? Ce sera pour la prochaine, prochaine session, d'accord? Voilà, pour la prochaine session, Inch'Allah. Donc, je disais que quand on a une carence en fer, il faut pas transfuser, il faudra juste traiter la cause, et puis donc tout ira en autre. Donc là, aujourd'hui, on va la synthèse, c'est que dans une anémie, quand je sais par exemple j'ai une anémie, il faut absolument que je regarde le taux d'hémoglobine, bien sûr, pour dire l'anémie, je regarde le VGM, la CCMH, la TCMH, et donc si tout est diminué, je serai dans les anémies qui sont hypochromes microcytaires, et dans ce cas-là, je vais penser à quoi? À la carence en fer, qui est très fréquente chez nous, à la thalassémie, d'accord? Donc, et si jamais j'ai un taux d'hémoglobine qui est diminué avec un VGM qui est normal
CCMH et TCMH normal, je serai dans les anémies qui sont normochromes, normocytaires. Dans ce cas-là, quelles sont les causes? Un saignement, d'accord? Dans ce cas-là, je devrais avoir une régénération, d'accord? Si je n'ai pas de régénération, je penserai à l'insuffisance rénale. Quelqu'un qui a une insuffisance rénale, il va faire une anémie normochrome normocytaire, régénérative par manque d'érythropoïétine. D'accord? Ou alors l'inflammation au début. Quand j'ai une inflammation, donc là, j'ai un blocage de production de globules rouges. Par contre, l'inflammation, quand elle va être chronique, je serai dans les anémies qui sont hypochromes microcytaires. La troisième catégorie, le troisième groupe, c'est lorsque j'ai une anémie qui est macrocytaire, d'accord? Et bien sûr, donc, macrocytaire. Donc là, j'ai VGM, VGM augmenté. Là aussi, il y a une flèche qui le VGM est augmenté. La CCMH, comment il va être la CCMH et TCMH? La CCMH, il va être normal. La TCMH, vous ne sortirez pas d'ici avant de m'avoir dit. Ne regardez pas l'écran parce qu'il y a une erreur là. J'ai l'anémie qui est donc normochrome macrocytaire. L'hémoglobine, elle est diminuée. Nous sommes en erreur. Le VGM, il est comment? Augmenté. Très bien. La CCMH. CCMH. Le frais. CCMH. Normal. La TCMH. Non, augmenté. Si vous avez vu tout à l'heure. Voilà. C'est augmenté. Le Reda, Mcha, c'est fini pour le Reda. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé, je n'ai pas tout le temps, mais j'espère que vous avez bien saisi un petit peu. Merci, professeur. Alors, si vous transfusez, normalement, une poche de sang, c'est 1 gramme d'hémoglobine. Vous voyez donc à partir de quel chiffre vous voulez mettre votre malade, une poche, c'est 1 gramme d'hémoglobine. Donc, nous voulons vous remercier. Merci bien, madame. Merci pour l'invitation.